Attention, bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, le pré-recensement électoral évoqué par le CPC, le cadre permanent de concertation, il s'est réuni à nouveau ce jeudi. Vous aurez les précisions tout à l'heure dans cette édition. La foire Made in Togo et la foire internationale de Lomé, les dates de ces deux rendez-vous économiques phares sont désormais connues. À vos agendas pour faire de bonnes affaires le moment venu. Et puis l'école togolaise aussi en bonne place dans cette édition. Près de 300 établissements privés, vous le savez, sont fermés pour défaut de normes. Qu'est-ce qui leur est précisément reproché? Nous aurons les explications tout à l'heure et ce sera le dossier de cette édition. Voilà, madame, messieurs, le sommaire, bienvenue, voici le 20h. Lomé, capitale lundi et mardi du forum Infra for Africa, 2 jours de discussion pour mobiliser les capitaux et financer les infrastructures en Afrique. Retour sur les temps forts de l'événement avec Joseph Amégan. L'Assemblée générale annuelle d'Africa 50 et le forum Infra for Africa offrent l'occasion de célébrer une Afrique tournée vers son développement et qui a le mérite de générer des solutions endogènes pertinentes pour répondre aux défis de son émergence. Et le président de la République, Faure Essos-Mnangagwa, à l'ouverture des travaux, a appelé à l'accroissement des financements privés pour la construction des infrastructures sur le continent. À travers votre plateforme, qui se distingue par l'efficacité et l'impact de ces interventions, vous administrez la preuve que notre continent est capable de générer des solutions endogènes, innovantes et pertinentes pour répondre aux défis de la croissance et du développement. Distingués invités, mesdames et messieurs, Africa 50 s'est donné comme mission fondatrice de combler le déficit de financement des infrastructures en Afrique. Je dirais que le thème du forum Infra for Africa s'inscrit donc parfaitement dans l'ADN de notre organisation. Nous aurons à cœur de rechercher des solutions viables et innovantes pour progresser sur la voie d'une Afrique unie aux commandes de sa destinée. Mais il faudra aussi rester attentif à la nécessité de nouer des alliances internationales pour garantir la prospérité du continent au bénéfice de nos concitoyens. Ceci étant dit, comment se pose le problème? Il y a d'abord un immense besoin d'infrastructures qui sont partout, sur notre continent comme ailleurs, la condition même du développement. Sans routes, sans ponts, sans ports, sans aéroports, sans hôpitaux, sans écoles, sans centrales électriques, sans réseau d'électricité, sans réseau de communication, sans approvisionnement en eau, il n'y a évidemment pas de développement possible. Au Togo, la question des infrastructures est au cœur de la feuille de route du gouvernement. Mon pays a bien des atouts. Il possède, vous le savez, le port naturel le plus profond de la sous-région. Pays longiligne, le Togo a vocation à être un hub logistique visant la desserte de l'Hinterland et de ses pays voisins. Mais pour profiter de ces atouts, il faut des investissements massifs. Le chef de l'État, à travers 5 remarques, a relevé le rôle majeur que doivent jouer le secteur public et le secteur privé dans l'investissement des infrastructures. Ceci me conduit aux 5 remarques que je voudrais faire devant vous. La première remarque est que la dépense publique ne sera pas suffisante pour atteindre nos objectifs de développement des infrastructures. Chacun le sait. La situation actuelle, comme les perspectives à moyen terme, n'offrent aucun espoir d'amélioration significative des capacités de financement public. Le ralentissement économique mondial, lié initialement à la crise pandémique du Covid-19 et renforcé depuis 1 an et demi par le conflit en Ukraine, pèse lourdement sur les capacités budgétaires de nos gouvernements. Dans ces conditions, ma deuxième remarque sera que l'implication du secteur privé dans le financement des infrastructures est incontournable. Or, qui dit financement privé dit retour sur investissement. Et qui dit retour sur investissement dit construction d'un modèle économique viable. C'est le premier thème de ce forum, Be Bankable. Nous le savons tous, beaucoup se joue
sur l'appréciation portée par les investisseurs sur l'environnement politique, sécuritaire, fiscal, économique ou encore monétaire du pays dans lequel ils vont investir. Mais il ne suffit pas de faire des réformes pro-business. Un partenariat avec l'État autour de nouvelles politiques industrielles est crucial pour attirer les capitaux étrangers. Et c'est là ma troisième remarque. L'implication de l'État est indispensable pour attirer des capitaux privés. D'aucuns ont longtemps répété qu'il suffisait de ne pas entraver la libre circulation des capitaux pour qu'ils répondent à l'ensemble des besoins en investissement partout sur la planète. Historiquement, cette approche n'a jamais tenu ses promesses. De fait, l'ouverture des marchés de capitaux n'a pas eu pour conséquence une réelle accélération des investissements des pays riches vers les pays pauvres. Parfois, c'est même l'inverse qui s'est produit. Les capitaux ont même fait marche arrière, selon le FMI, qui s'est penché sur ce paradoxe. C'est ainsi que les grands programmes de privatisation des années 90 ont montré que la qualité des institutions ne doit pas être négligée. Sans un cadre réglementaire stable et cohérent, l'ouverture aux capitaux peut se faire au détriment du climat des affaires. Le marché ne saurait donc, à lui seul, créer un environnement pro-business. Il est donc de notre responsabilité, en tant qu'acteurs politiques, de nous employer à garantir un espace économique stable, transparent et réceptif aux contraintes des opérateurs économiques. Ma quatrième remarque ira un peu plus loin. Nous assistons dans les pays du Nord à un retour en grâce du concept de politique industrielle. Alors, osons le mot, il nous faut des politiques industrielles. Les financements privés, que j'appelle de mes vœux, doivent entrer dans le cadre global de nos politiques de développement. L'accompagnement des fonds publics par les financements privés doit devenir plus fréquent. Ce n'est pas seulement un impératif budgétaire, c'est aussi un atout en matière de résilience. C'est ce que montrent par exemple les réseaux Internet qui ont été très largement développés par des opérateurs privés, ce qui explique aujourd'hui l'extrême résilience de ces infrastructures. C'est donc dans ce partenariat fécond autour de nouvelles politiques industrielles que l'implication du secteur privé dans les infrastructures se construira en bonne intelligence avec les responsables publics concernés. Une dernière remarque pour finir. Le partenariat entre le secteur privé et les pouvoirs publics ne sera fécond que s'il est rentable. Et cette rentabilité dépend notamment de la capacité de faire évoluer la taille des projets en fonction de l'évolution des contraintes, notamment financières. Et c'est le Be Scalable qui constitue le deuxième thème de ce forum. Elle dépend aussi de la standardisation des projets. C'est le troisième thème du forum, Be Replicable. Cette standardisation permettra d'importantes économies d'échelle sur la construction comme sur le fonctionnement. Elle peut même s'appliquer aux études préparatoires qui sont un élément clé pour la réalisation des projets efficaces. L'Assemblée générale annuelle d'Africa 50 ouvre donc de nouvelles perspectives pour un partenariat public-privé plus rentable au bénéfice des populations africaines. On vient donc de l'entendre, il est bien question de mobiliser les ressources, comment y parvenir, financer les infrastructures, comme quelle solution? Eh bien voici les éclairages avec Ulrich Amega. L'Afrique, un continent de plus en plus orienté vers le développement, envisage un avenir qui ne peut être réalisé que grâce à une politique infrastructurelle solide et efficace. Partout à travers ces pays, des infrastructures routières, ferroviaires, sanitaires et éducatives sont clairement visibles. En ce qui concerne les infrastructures énergétiques et de télécommunications, le continent ne ménage pas ses efforts non plus. Malgré les énormes potentialités dont dispose le continent, le travail à accomplir reste colossal pour atteindre les sommets des grands. Selon un rapport, les engagements financiers en faveur du développement des infrastructures en Afrique ont atteint 81 milliards de dollars en 2020, soit moins que les 85 milliards enregistrés en 2019.
La principale difficulté réside dans l'incapacité des financements publics à couvrir les besoins infrastructurels du continent. Lors du forum Infra-Africa 50, des voies et moyens ont été préconisés pour surmonter ces obstacles. L'infrastructure joue un rôle essentiel qui permettra d'améliorer le quotidien des Africains et leur donner des opportunités économiques. Or, je crois que nous croyons à la création et à l'investissement des capitaux privés pour développer les investissements. Le Togo est un pays qui reconnaît l'importance des PME et des PMI. Et quand on parle de secteur informel, parce que cela est au cœur de l'économie, c'est le cœur de l'économie, c'est les PME. Et c'est le secteur informel pour fournir la nourriture, l'habillement, le transport à des millions d'Africains sur le continent. Alors, j'ai bien suivi ce que le président Gnassingbé a dit ce matin, c'est vrai, créer un environnement positif pour que nous puissions leur permettre de pouvoir connaître une croissance. C'est le seul moyen d'avoir les champions nationaux. Alors, la voie pour avoir un grand succès des entreprises, c'est de pouvoir accompagner les PME et bien les suivre. Pour réaliser le pari des infrastructures en Afrique, il est nécessaire d'établir un partenariat public-privé. D'autres stratégies devront également accompagner cette approche afin d'assurer la croissance économique des pays. Vous allez à Londres, vous pouvez visiter, on a les livres d'épargne, Man of the Pro, c'est une expression, parce que chacun a un petit livre d'épargne où on a l'épargne d'un livre. Alors si vous avez des millions, vous avez de l'argent pour investir dans la télécommunication, vous pouvez investir cela dans les ponts à péage. Donc c'est cette transition de l'argent des détaillants à de l'argent institutionnel qui va nous donner des projets à plus grande échelle. C'est notre imagination, notre volonté à changer et voir pourquoi on ne peut pas faire cela en Afrique. Et si nous ne ferons pas cela, ça va devenir difficile parce qu'on ne peut pas financer, parce que ce n'est pas après des prêts qu'on a développé Silicon Valley, c'est avec des fonds propres. Vous ne pouvez pas financer tous ces projets avec des prêts traditionnels. Alors si nous voulons rattraper, si nous voulons dépasser le reste du monde, je crois qu'il n'y a pas d'autre voie. Le déficit infrastructurel reste un défi majeur pour l'Afrique, avec des besoins annuels estimés entre 130 et 170 milliards de dollars. Les dirigeants africains se tournent vers la réalisation d'un continent de plus en plus intégré, uni et fondé sur les idéaux du panafricanisme. Cela constitue l'un des objectifs clés de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Le Togo, son développement économique, les performances enregistrées ces dernières années par notre pays, ce sont là les sujets au menu de l'entretien entre le chef de l'État, Faure Gnassingbé, le directeur général de la BADEA, la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, reçu en audience. Je vous propose de l'écouter au sortir de l'entretien. Il est au micro de Ramdan Bassina. J'ai eu l'honneur d'être reçu par son Excellence, Monsieur le Président de la République. C'était l'occasion pour moi donc de féliciter son Excellence pour les performances remarquables du Togo, mais aussi pour le développement économique et social que ce pays est en train de connaître et le rôle important que ce pays est en train de jouer comme hub régional, aussi bien au niveau de l'aviation qu'au niveau du secteur industriel, qu'au niveau des infrastructures et de la logistique. C'est aussi un hub financier important. Comme vous le savez, il y a plusieurs institutions financières qui sont basées ici à Lomé. C'était donc pour moi l'occasion aussi de faire un aperçu sur l'état de la coopération entre la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, BADEA, et la République du Togo. Coopération qui est exemplaire, mais que nous souhaiterions réellement renforcer davantage et augmenter le volume des financements accordés au gouvernement togolais. Et quand on parle de développement économique, ça passe aussi par l'énergie. Comment rendre justement l'énergie accessible et profitable à tous? Question justement objet d'échange entre le président Faure Gnassingbé et Dr Adjé Martur, reçu lui aussi en audience. Il est le directeur général de l'Alliance solaire internationale. Il s'est confié lui aussi à la presse au sortir de l'audience. It was a pleasure to meet His Excellency the President.
Ce fut un plaisir de rencontrer son Excellence, Monsieur le Président de la République, avec qui nous avons abordé plusieurs sujets, dont notamment les projets de réalisation de l'énergie solaire. Ces projets vont permettre à nos populations de disposer de l'électricité, surtout dans les zones rurales. C'est aussi une piste pour créer de l'emploi. Nous sommes impatients de travailler avec le gouvernement togolais pour que cela aboutisse afin que le secteur privé puisse jouer pleinement son rôle. Ensure that every person in Togo has access to electricity and solar electricity at that. L'après-recensement électoral maintenant, quelle suite donner au reste du processus électoral? Eh bien, les membres du cadre permanent de concertation ont longuement échangé hier sur le sujet. Que retenir de cette 10e rencontre du CPC, le compte-rendu Ulrich Amiga. Le processus de recensement électoral s'est achevé il y a quelques semaines dans tout le pays, suscitant un grand intérêt dans chaque région. Malheureusement, tous les citoyens n'ont pas pu être enregistrés, en particulier dans la zone 1. Cette question refait surface lors des débats au sein du cadre permanent de concertation, lors de sa 10e réunion où le comité d'action pour le renouveau, CAR, est revenu à la table des discussions. L'importance de ce sujet exigeait une attention particulière. Au CAR, nous avons toujours pensé que le dialogue est la source des résolutions des problèmes. C'est pour cela que nous sommes le chantre du dialogue. Et nous sommes heureux qu'aujourd'hui, les Togolais, les acteurs politiques savent qu'il faut aller vers ce dialogue-là. Mais ce qui reste à faire, allons vers des dialogues qui sont des dialogues qui nous apportent des solutions aux problèmes. C'est évident pour nous que ceux qui s'en vont reviendront, puisque c'est comme la maison. Hein. Vous pouvez aller vous promener autant que vous voulez, vous finirez par rentrer le soir pour vous coucher chez vous. Et donc on salue le retour du CAR et les interventions de l'ANC aussi ont été très appréciées, tout comme celles des autres. Hein. Donc c'est un travail collectif. Ici maintenant vraiment on est en train de chercher des consensus qui vont faire avancer le Togo. Lors de cette réunion, les représentants des partis politiques ont échangé pendant plus de 3 heures pour analyser et interpréter au mieux la situation. L'objectif était de prendre des mesures appropriées dans l'intérêt commun de tous les citoyens et de garantir le succès du processus électoral. Personne ne pensait que ce recensement pouvait avoir lieu. Mais je peux vous assurer que nos compatriotes de Dapan et de partout ont pu se faire enrôler, même si de part et d'autre, nous avons enregistré quelques insuffisances. Nous sommes en train de discuter. Il n'appartient pas au cadre de décider si un recensement va être repris ou pas. Il y a un organe qui s'occupe de cela, qui s'appelle la CENIV. Mais en l'état actuel des choses, nous sommes en discussion, nous avons écouté les partis politiques et nous avions prévu même que les gens de la CENIV, comme ils l'avaient fait au début, viennent discuter avec nous. C'est au vu de tous ces éléments que moi je serais amené à apporter une certaine position. L'une des questions clés abordées lors de cette réunion était de savoir s'il fallait prolonger le recensement électoral dans la zone 1 ou non. La réponse à cette question cruciale est attendue lors de la 11e réunion du cadre permanent de concertation. Les participants espèrent trouver une solution qui permettra d'assurer une représentation équitable de tous les citoyens et de préserver l'intégrité du processus démocratique. Et ce jeudi encore, le CPC s'est à nouveau réuni, 11e séance sur laquelle nous reviendrons dans nos éditions à venir. L'actualité, c'est aussi ces 2 rendez-vous phares. Je vous l'annonce dans le titre, rendez-vous phares, rendez-vous économique, les foires Made in Togo et la foire internationale de Lomé. Les dates sont désormais connues. Carmen Madjiakapou. 6 mois après la 17e édition de la foire internationale de Lomé, le Centre togolais des expositions et foires de Lomé met sur pupitre la 4e édition de la foire Made in Togo et la 18e édition de la foire internationale de Lomé. La première, prévue du 28 juillet au 6 août, veut promouvoir la consommation locale tout en mettant en lumière les chefs-d'œuvre des très petites et moyennes entreprises togolaises. La foire internationale de Lomé FIL veut quant à elle fédérer, innover, échanger et connecter les marchés pour une forte croissance des échanges commerciaux.
Du 22 au 3 décembre 2023, la Foire internationale de Lomé va réunir des opérateurs économiques du monde entier pour des affaires fructueuses au Togo. Concernant principalement la Foire internationale de Lomé, nous allons faire un changement qui va réduire le nombre de jours. Cette foire va passer de 3 semaines à 2 semaines, soit 12 jours. C'est pour répondre à des standards internationaux. C'est-à-dire quand il y a ces événements internationaux, c'est la moyenne de jours que les opérateurs économiques aiment aller passer dans un pays étranger. Nous allons poursuivre avec la digitalisation des tickets et des espaces en vente pour cette 18e foire internationale de Lomé. Voici les identifiants de ces deux foires qui ambitionnent d'accroître le niveau d'activité commerciale entre les pays de la sous-région. Pour le ministre du Commerce, Kodjo Adedje, ces deux événements représentent de puissants catalyseurs de l'économie. J'invite toutes les entreprises togolaises, surtout les TPME, qui constituent d'ailleurs l'essentiel de nos segments économiques, en participant activement à la fois Made in Togo, importante plateforme de promotion de biens et services locaux. Qu'il me soit permis de rendre avec déférence un hommage mérité au chef de l'État, Son Excellence M. Faure Eswazimina Gnassingbé, qui a su créer et maintenir les conditions optimales de paix, de sécurité, de stabilité, ayant permis à notre pays de continuer d'être la plaque tournante des grands événements internationaux, dont la Foire internationale de Lomé. La Foire Made in Togo et la Foire internationale de Lomé offriront également l'occasion de faire la promotion du savoir-faire artistique et culturel du Togo. Ce n'est qu'un avant-goût. Rendez-vous dans quelques jours pour découvrir des alléchants programmes de ces deux événements inédits du commerce togolais. Et à ces rendez-vous, on pourrait bien les voir déjà certifier une cinquantaine de produits togolais, des produits labels de très petites et moyennes entreprises sensibilisées sur la démarche. Les précisions de Clarisse Aticlé. Un des facteurs favorisant l'acceptation des produits sur les marchés internationaux, c'est bien la qualité. Le ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Consommation locale veut permettre aux produits Made in Togo de pénétrer les marchés sous-régionaux à travers leur certification. L'initiative va démarrer avec une cinquantaine de très petites et moyennes entreprises. Elles sont sensibilisées par la Haute Autorité de la Qualité et de l'Environnement. C'est un processus qui va amener notre pays d'avoir l'infrastructure qualité. Le COTAG, qui est l'organisme de certification, va être accompagné suivant le référentiel 17005, qui dit toutes les conditions qu'il faut réunir pour pouvoir exercer ce travail. Également, les laboratoires, notamment l'ITRA, va être accompagné pour pouvoir donc faire certaines analyses suivant le référentiel également ISO/IEC 17025. Donc tout cet accompagnement va permettre au Togo d'avoir maintenant les produits certifiés, ce qui va assainir d'abord notre marché au niveau national, mais également nous permettre d'exporter facilement. Sont concernés par cette initiative pour la certification des entreprises agroalimentaires et non alimentaires dont les produits sont jugés prioritaires. Les produits ont été choisis suivant d'abord la demande sur le marché, parce qu'il faut certifier les produits qui en fait ont quand même une audience assez grande sur le marché. L'autre critère, c'est de s'aligner sur les priorités de l'État. Aujourd'hui, l'agro-industrie, il va de soi, c'est un secteur prioritaire pour l'État. Nous ferons un clin d'œil assez poussé là-dessus avec les TPME. Mais le processus de sélection, il a commencé, mais il n'est pas bouclé. Le travail que nous sommes en train de faire aussi permettra de peaufiner encore pour pouvoir retenir de façon définitive les 50 produits. Une fois attestés par un certificat, ces produits marqués d'un sceau de confiance disposeront d'un argument commercial, condition sine qua non pour valablement accéder au marché de la ZLECAf, de l'Union européenne et de l'AGOA.
Et dans la foulée, cette nouvelle encourageante pour l'économie togolaise, le taux d'inflation est en baisse. Les chiffres ont été annoncés ce matin. C'est à l'occasion de la deuxième réunion ordinaire du Conseil national du crédit, réunion la BCEAO. Carmen Madjiakapou. Bonne nouvelle pour l'économie togolaise. Dans un contexte international qui demeure compliqué, le Togo a une fois encore montré sa résilience. Sur les 4 premiers mois de l'année, il est observé une évolution favorable de la conjoncture économique. Une tendance haussière est notée au niveau des indices de la production industrielle, des chiffres d'affaires dans le commerce et dans les services marchands. La croissance est en hausse, 6,6% en 2023 contre 5,8% en 2022 et l'inflation en baisse, 5,8% en mai 2023 contre 8% un an plus tôt. Le Conseil national de crédit, sous la présidence du ministre de l'économie et des finances, Sani Yaya, a noté plusieurs éléments encourageants. Quant au taux d'endettement public, il est ressorti à 60% à fin mars 2023, contre 66% à fin décembre 2022, en dessous de la norme communautaire plafond de 70%. Tous les secteurs contribueront à cette croissance économique, en particulier le secteur tertiaire, dont la contribution est projetée à 4%. Ce contexte économique favorable s'accompagne d'une décélération du rythme de progression du niveau général des prix, en liaison principalement avec les bons résultats de la campagne agricole précédente qui ont permis un approvisionnement favorable des marchés et les impacts des diverses initiatives du gouvernement visant à lutter contre la cherté de la vie. Pour ce qui est du financement de l'économie, il est observé un accroissement du volume de crédit octroyé aux opérateurs économiques. Sani Yaya s'est félicité de la poursuite de l'assainissement du portefeuille de crédit des banques et des systèmes financiers décentralisés. J'ai noté quelques évolutions encourageantes. Il s'agit en premier lieu de la forte mobilisation par le Trésor public des ressources sur le marché régional des titres publics. Le taux de couverture des émissions réalisées par le Trésor public au titre du deuxième trimestre 2023 est ressorti à 155% contre 30% au premier trimestre 2023. En effet, les créances intérieures, c'est-à-dire les financements accordés au secteur privé et à l'État, ont cru de 31% en un an à 1 944 milliards à fin mars 2023. S'agissant des concours au secteur privé, je note que les financements par affacturage ont connu une progression soutenue, avec un encours qui a atteint 19 milliards à fin mars 2023, contre 7 milliards un an plus tôt. De même, les concours par crédit bail ont également doublé en un an pour ressortir à 23 milliards au 31 mars 2023. L'indice du climat des affaires poursuit sa tendance haussière, ce qui traduit le maintien de la confiance des chefs d'entreprise et des opérateurs économiques sur l'orientation favorable des activités économiques. À noter aussi, la SICARE prépare sa 148e Assemblée générale. Et ce sera demain, vendredi. En prélude, la compagnie de réassurance a tenu ce jeudi la 147e session de son conseil d'administration. L'ordre du jour, les précisions avec Ekwesala. L'exercice 2022 de la SICARE retient particulièrement l'attention des actionnaires à ce 147e conseil d'administration de la compagnie de réassurance. Il fait état de 106 milliards de francs CFA de chiffre d'affaires réalisé. Une performance à laquelle s'ajoute celle du premier semestre de l'année 2023. Au 30 juin dernier, le chiffre d'affaires prévisionnel de l'institution est déjà réalisé à 70%. À 2020, le chiffre d'affaires de la SICARE, de notre compagnie, était 87 milliards. Et en 2021, nous avons fait une croissance de plus de 10%. Le chiffre d'affaires arrêté était 96 milliards en 2021. Mais en 2022, le chiffre d'affaires est allé à pratiquement à 106 milliards.
donc une croissance de moins 10% chaque année. Pour une compagnie de réassurance, ça c'est une satisfaction. Ça c'est au niveau des chiffres d'affaires. Mais la SICARE aujourd'hui n'est pas à la course des chiffres d'affaires. C'est beaucoup plus les résultats. Et en 2020, nous avons eu un résultat de 5,7 milliards. Mais en 2021, nous avons fait 28% de croissance en résultat. De 5,7, nous sommes allés à 7,3 milliards. Et en 2022, nous sommes à 8 milliards 2. Tout ça, c'est pour montrer le dynamisme de la SICARE. Ces 8 milliards 200 que nous avons eu comme résultat, une grande partie sera distribuée en dividendes. Ce sont des structures qui ont investi à la SICARE. Donc, ces structures doivent pouvoir avoir un revenu sur leur capital. Donc, non seulement la SICARE distribue des dividendes, mais la SICARE accompagne les États, les emprunts obligataires, l'une des raisons de la création de leur compagnie. Des résultats salués par le conseil d'administration qui projette déjà de très bons chiffres pour l'année 2023. Je tiens à féliciter la direction générale qui a réalisé de très bonnes performances à mi-parcours, pour un peu plus de 70% des résultats, enfin des projets de budget, de chiffre d'affaires qui étaient attendus par rapport à l'exercice précédent. Donc je tenais au passage à féliciter la direction générale. Quand nous voyons ces prévisions et l'avenir, nous sommes convaincus que le chiffre d'affaires de cette année et même les résultats seront meilleurs que ceux de l'année 2022. Cette session prépare la 141e Assemblée générale ordinaire de la SICARE prévue pour ce vendredi. Les différents dossiers passés en revue seront soumis à l'appréciation des actionnaires de la compagnie. Il est 20h32. Notre troisième titre ce soir, l'école togolaise. Des établissements privés, vous le savez, sont fermés pour la rentrée prochaine. Des établissements qualifiés de clandestins, près de 300. Qu'est-ce qui leur est précisément reproché? Eh bien, voici les explications dans ce dossier de la rédaction. Cela s'appelle un véritable tour de vis. Sur 4 945 écoles privées visitées par la Commission centrale de contrôle et de suivi des établissements privés, laïcs et confessionnels, 295 sont qualifiés, entre guillemets, d'établissements clandestins, donc fermés. Tout ce qui est clandestin, c'est ce qui ne répond pas aux normes ou bien aux règles ou à la loi. Donc, pour les établissements privés également, il y a des normes régi par l'arrêté 1049 du 25 juin 2021. En clair, ces établissements fermés ne remplissent pas les conditions définies. Dans la liste figurent tout de même des écoles de renom. Le cas, par exemple, des complexes scolaires Anna Maria ou encore à Messika, tous du Grand Lomé. Anna Maria n'est pas fermée. Il n'y a que le jardin d'enfants qui a quelques soucis. Et nous sommes dans le processus de régularisation de la situation. La note était sortie, on était surpris parce que le renouvellement de l'agrément du jardin qui a tardé et le ministre a fait sortir ce communiqué. À en croire les responsables de ces deux établissements précités, seuls leurs préscolaires ou leurs jardins d'enfants sont frappés par la mesure, mais pour l'ensemble des écoles concernées, les griefs vont bien au-delà des papiers pas en règle. La première anomalie, des établissements qui sont en règle, mais qui ont fait des extensions ou des réductions de l'espace, entraînant une exiguïté. On constate également si les salles de classe qu'on a construites répondent aux normes. Est-ce qu'on a équipé? Est-ce qu'il y a les laboratoires? Est-ce qu'il y a la bibliothèque? On doit voir si dans le dossier, si c'est au primaire, est-ce que les enseignants ont le bac? Si c'est au secondaire, c'est la licence ou le master. Donc, parce qu'il est assujetti à l'autorisation d'enseigner. Conséquence, 11 000 élèves sont directement affectés par la décision. Une situation pas très heureuse pour certains parents. Je suis devant un dilemme, puisqu'au même moment, nous les parents, nous exigeons une éducation de qualité. En tant que président national des parents d'élèves, je demande aux parents de garder un peu de calme, parce que ces fondateurs qui sont dans ces cas, on va les exhorter de faire diligence
pour se mettre en règle. Et nous demandons aussi de l'indulgence à l'État de voir cette situation. La rentrée prochaine, c'est maintenant dans seulement un peu plus de 2 mois. Beaucoup se demandent alors le sort des établissements qui, entre-temps, parviendraient à régulariser leur situation. À chaque établissement, on lui a signifié ce qu'il faut. Quand est-ce qu'il faut le faire? Un chronogramme pour se mettre dans les normes. Ils savent, ce n'est pas une décision qui est prise sur le coup. Donc, si c'est pour un bâtiment qui ne tient pas, on ne peut pas refaire ça en 2 mois. Si c'est les enseignants, il faut les trouver pour les recruter. Et si, dans le temps, ils arrivent à se mettre en règle, il n'y a pas de problème. À chaque degré, son processus, en attendant une éventuelle réouverture de ces écoles mises pour l'instant sous scellé, les établissements publics sont prêts, eux, à accueillir les élèves immigrés du privé, aux parents de prendre leurs dispositions. Espoir pour clore cette édition du soir et cette visite est très médiatisée. Kylian Mbappé est arrivé au Cameroun ce soir. Vous découvrez là les images qui bougent un peu. Jeudi soir à Yaoundé, par une visite de 48 heures dans le pays natal de son père, Wilfried. Il a été ovationné par plusieurs centaines de personnes. Ce communiqué, on referme définitivement donc cette édition du soir, communiqué du ministre des Armées. Les candidats admissibles après les épreuves écrites au concours d'entrée à l'école des officiers des forces armées togolaises et FOFAT sont convoqués au centre d'entraînement aux opérations de maintien de la paix à Didogomé le mardi 11 juillet 2023 à partir de 6 heures pour la visite médicale préliminaire préalable aux épreuves sportives. La liste des candidats admissibles sera publiée dans le quotidien Togo Presse et affichée dans les brigades de gendarmerie des préfectures. Les candidats se présenteront au centre d'entraînement aux opérations de maintien de la paix en tenue de sport munis de leur carte d'identité en cours de validité. Tout candidat qui ne se présentera pas dans les délais prescrits sera considéré comme démissionnaire. Pour toute information complémentaire, veuillez consulter le site web du ministère des Armées www.defense.gouv.tg. Et c'est sur ce communiqué que se referme cette édition du soir. Merci à vous qui nous suivez de partout sur la télévision togolaise, notamment à Cotonou et comme d'habitude toujours fidèlement. Très belle soirée.